Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MiTrader et c'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve puisque la dernière revue en date pour la chaîne c'était il y a un peu plus d'un mois. C'était celle de Shun version 2 IX de chez Bandai en version Revival. Depuis plus rien, alors plus rien dû à deux raisons, en fait c'est la conjonction de deux raisons. La première, c'était quand même une actu qui était quand même assez calme, à part 2-3 sorties pour ce qui est des marques alternatives, qui m'intéressaient pas forcément, ou alors que je projette de vous chroniquer un petit peu plus tard. Il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Deuxième raison qui est plus personnelle, j'avais quand même énormément de boulot ces derniers temps, donc au final, l'actu calme, ça m'a plutôt arrangé parce que ça m'a permis un petit peu d'évacuer le travail que j'avais laissé de côté. Bon, rassurez-vous, je suis pas là pour vous raconter ma vie, mais pour vous chroniquer cette figurine, donc revue numéro 67, qui va être consacrée à Bud d'Alcor version IX de chez Bandai. Alors cette revue n'a pas vocation à être très longue, dans le sens où énormément de choses que j'aurais pu dire sur cette figurine, je l'ai déjà dit à l'occasion de la revue du CID que vous avez face à vous. Donc ce qui veut dire que si vous êtes intéressé par l'analyse de conformité des visages par rapport au Setai, par le comparatif des pièces d'armure par rapport au design d'origine. Tout cela a été fait lors du passage en revue de la figurine de Sid. Je ne vais pas le reprendre pour la figurine de Bud, parce que en termes de design, c'est exactement pareil que pour Sid, la seule différence étant la couleur de la peinture. Donc tout cela, si ça vous intéresse, je vous renvoie vers la revue numéro 39, parce que je ne vais pas à nouveau l'évoquer ici, ou alors si je le fais, ça sera vraiment en passant sans insister. Moi, ce qui va m'intéresser surtout aujourd'hui, c'est d'évaluer cette figurine pour ce qu'elle est. Alors, je vais avoir aussi l'occasion de l'évaluer par rapport aux deux figurines que vous avez face à vous, à savoir la version Bandai classique qui était donc sa grande sœur, et la version IX qui est déjà sortie, version alternative, sortie par la marque J-Model. Mes objectifs pour cette revue vont être au nombre de 3. Le premier, ça va être de vous parler de cette figurine Bandai en elle-même, ce qu'elle vaut, est-ce qu'on en a pour son argent ou pas. Le deuxième objectif, c'est de vous comparer cette version Bandai et surtout sa peinture par rapport aux deux autres versions existantes. Et enfin, le troisième objectif sera de vous donner les avantages et inconvénients de ces trois versions pour que vous puissiez opérer votre choix d'achat dans les meilleures conditions avec le plus d'éléments possible. On parle d'abord du tarif, je vais d'abord évoquer le tarif de la Bandai, donc il s'agit d'une figurine d'import que j'ai comme d'habitude acheté sur ma boutique préférée, à savoir Hobby-Genki, hobbygenki.com, le lien sera dans la description. C'est une figurine que l'on peut trouver à un tarif aux alentours de 110 €. Figurine qui vient donc de sortir au Japon. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, nous sommes en avril, mais techniquement, la figurine est sortie en mars. En fait, c'est une figurine que j'ai reçue déjà depuis une quinzaine de jours, mais comme je vous l'ai dit, j'avais tellement de boulot que j'ai malheureusement pas pu la faire avant. Donc figurine qui est toujours en précommande sur les boutiques européennes. Comme je vous l'ai dit, vous pourrez la trouver à un tarif hors port aux alentours de 110 €. Pour ce qui est de cette version classique, elle fait partie des figurines classiques qui étaient devenues hors de prix. Il était très compliqué de la trouver à un tarif à moins de 150 €. Et puis, depuis la sortie de cette version IX, on peut imaginer que le prix de cette version classique va dégonfler énormément. On commence déjà à en voir d'ailleurs en vente sur le marché de l'occasion à des tarifs qui avoisinent les 110 €. Ce qui veut dire que si vous êtes intéressé par les versions classiques, que vous avez collectionné les Asgard mais que vous n'avez pas pu faire l'acquisition des plus onéreuses comme celle-ci, eh bien c'est le moment de mettre la main au porte-monnaie et de compléter votre collection. Enfin, pour ce qui est de cette version J-Model, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, son tarif est aux alentours de 75 €, livraison incluse. Donc ça, c'est pour ce qui est des tarifs. Maintenant, qu'en est-il du rapport qualité-prix, etc. Eh bien ça, j'en parlerai davantage au moment du bilan, mais à ce stade, vous avez déjà un ordre de prix de ces différentes figurines. Donc je vais faire un petit peu le ménage et on va se concentrer sur les packaging que vous avez à l'arrière-plan. On va aborder donc le comparatif des boîtes. Donc on a face à nous deux boîtes qui se ressemblent énormément, mais qui ne sont pas identiques. Il y a quand même quelques différences notables, et c'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle je voulais évoquer le sujet.
D'abord, pour ce qui est de l'environnement, on retrouve sur la boîte de Bud la charte graphique qui était déjà utilisée sur celle de Sid et d'ailleurs qui a été adoptée sur la totalité des personnages issus de Asgard. Vous avez donc à l'arrière-plan la chaîne montagneuse enneigée, vous avez un environnement très sombre, noir, avec des reflets bleutés que vous avez et qui sont censés représenter peut-être l'aura du personnage. Remarquez que dans l'animé, les personnages sont censés avoir une cosmo-énergie plutôt blanchâtre. Depuis le premier God Warriors qui est sorti Bandai en version UX, à savoir Siegfried, ils ont décidé d'adopter une cosmo-énergie au reflet bleuté, sans doute pour la faire ressortir davantage par rapport au fond enneigé de l'arrière-plan. Donc ça c'est pour ce qui est de l'environnement. Vous avez ensuite la position des personnages, comme vous pouvez le voir, qui est totalement différente. Une position de garde, presque d'attaque pour ce qui est de Sid, qui correspond en plus très bien au caractère du personnage, toujours prêt à bondir. Et puis une position complètement neutre, un peu une position d'attente pour Bud. Et à la limite, c'est pas un mauvais choix. Alors, bien sûr, on peut dire qu'ils se sont pas cassés les pieds, etc. Mais il y a une logique à cette pose, à savoir que Bud est censé être toujours en attente de donner un coup de main éventuellement à son frère si jamais ça se passait mal pour lui. Comme c'est pas un manchot, il se débrouille en général plutôt bien, l'ami Sid, donc ce qui veut dire que majoritairement Bud il est plutôt à attendre que ça se passe. Et ça pour moi, eh bien, c'est un peu ce qui est symbolisé par la pose qu'a adoptée Bandai sur sa boîte. Donc ça c'est pour ce qui est du personnage. Vous avez à sa droite, comme d'habitude, la représentation symbolique de l'armure qu'il porte. Et là, il est notable que le Smilodon qui est représenté, rappelez-vous, le Smilodon, c'est cet animal préhistorique avec des dents de sabre, ce tigre aux dents de sabre. Celui-ci est représenté d'une façon qui est différente de celle sur la boîte de Sid. Ensuite, pour ce qui est des différences concernant les mentions qui sont présentes sur la boîte, vous avez comme d'habitude les différents logos qualitatifs que je ne vous détaille plus. Il s'agit pour les deux d'une version japonaise, on le voit avec le sticker Toei doré qui est en bas. Il y a une mention supplémentaire sur cette version de Bud qui est celle-ci. Alors rappelez-vous, cette mention signale une figurine qui est issue du Tamashii Webshop. Donc il s'agit d'une figurine qui est directement achetable sur le site de Tamashii Japon. À la différence de cette figurine de Sid qui, elle, est directement trouvable dans les boutiques japonaises. Donc ça veut dire qu'elle fait partie du circuit classique. C'est donc une Bandai Collector, là où celle-ci est une Tamashii Webshop. Donc ça, c'est pour ce qui est de cette mention supplémentaire. Pour ce qui est du reste, les logos sont identiques. Remarquez aussi que le nom du personnage est toujours caché par le personnage, donc là, de ce côté-là, rien ne change. Il y a pour les deux personnages la mention du nom, donc vous avez bien entendu le fait qu'il s'agit du guerrier divin de Zeta, mais donc ici Bud et là Sid, et une devise qui est propre au personnage. Donc pour ce qui est de Sid, sa devise, puisque je n'avais pas eu l'occasion de la donner lors de la revue numéro 39, la devise qui est indiquée, c'est que ce tigre est au service du dieu Odin, et il s'agit de la déclaration de guerre en provenance du pays d'Asgard. Donc voilà à peu près ce que j'ai pu comprendre avec le traducteur. Pour ce qui est maintenant de Bud, alors là c'est un petit peu plus lié à l'histoire du personnage, dans le sens où on nous dit que les jumeaux des terres nordiques ont été séparés par le destin, et que ce personnage est l'ombre du tigre viking. Donc ça c'est pour ce qui est des faces avant. On va évoquer maintenant les tranches. Donc pour les deux, il s'agit simplement de représenter la forme objet. Forme objet qui n'est pas super fidèle dans le sens où elle est un petit peu rabougrie, mais bon, de toute façon rien n'a changé par rapport à la version de Sid. Ensuite, sur l'autre tranche, vous avez donc le personnage dans un cas en position de garde casque à la main pour ce qui est de Sid. Et dans l'autre cas, vous avez une belle position d'attaque pour ce qui est de Bud, et cette fois-ci décasqué, donc ils ont choisi de carrément retirer le casque, qui n'est donc pas apparent sur cette face. Pour ce qui est du verso, c'est là où ça va être également intéressant, et ce qui va me permettre à nouveau de louer les poseurs de chez Bandai qui ont fait de gros progrès.
Donc vous avez sur la boîte de Sid la représentation du personnage dans diverses positions, qui sont des positions d'attaque que l'on peut d'ailleurs retrouver dans l'animé, les positions où il décoche son fameux Shadow Viking Tiger Claw, qui a été traduit en français par les griffes du tigre noir, hein, c'est comme ça que ça avait été plus ou moins incorrectement traduit, hein, puisque Shadow veut dire ombre en anglais. Ce qui est également mis en valeur, et là vous pouvez le voir ici, ce sont les 6 visages qui sont présents a priori dans cette boîte, ce qui est 2 visages, enfin ce qui fait 2 visages de plus par rapport à ce qui est donné dans la version de Sid, mais ça on aura l'occasion d'en reparler juste après dans la découverte des contenus. En dehors de ça, vous avez comme d'habitude la mention en ce qui concerne l'âge légal qui ne doit pas être en dessous de 15 ans pour ce qui est de la manipulation de cette figurine. Vous avez aussi, et c'est aussi l'un des bonus présents dans cette boîte, la mention de ces dagues là qui sont propres au personnage de Bud, puisqu'elles étaient données aussi dans la version classique. J'aurai l'occasion notamment de vous les comparer. Donc on peut s'apercevoir avec bonheur et presque soulagement que Bandai a pensé à nous les mettre également dans cette boîte. Donc voilà pour ce qui est du verso. Je vais maintenant évoquer les dernières choses, à savoir la partie du dessus. Alors, si je l'évoque, eh ben, c'est parce que est représentée, bien entendu, la grande ours, et est mis en scintillement l'étoile dont est issu le personnage. Donc vous voyez que pour Sid, c'est clairement l'étoile de Zeta qui brille, et pour Bud, c'est Alcor qui brille. Donc là, Bandai a bien pensé à faire la différence entre les deux personnages. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Bon, on reconnaît quand même le souci du détail que peut avoir Bandai parfois, et ce qui fait qu'ils sont encore capables de nous étonner favorablement. Pour ce qui est de la partie en dessous de la boîte, bah, pas grand chose à dire, si ce n'est que vous allez avoir le personnage qui est en position neutre du côté de Sid, alors que pour le coup, du côté de Bud, c'est maintenant la position d'attaque, là aussi une position qu'il arbore lors des épisodes de l'animé. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire concernant ces packaging. Comme d'habitude, je vais défaire les contenus et on se retrouve après pour le passage en revue des blisters. C'est parti pour la découverte des contenus, et comme vous pouvez le voir, il n'y a que les blisters du Bud EX de chez Bandai. Bon, ça aurait pas eu grand sens de vous comparer par rapport aux blisters du Sid EX, dans le sens où d'abord, bah, ils sont vides, parce que ma figurine est déjà exposée, donc j'avais pas à la redémonter, surtout que, deuxième raison, c'est que bah, les blisters sont totalement identiques, à l'exception du dernier blister qui contient des pièces supplémentaires pour celui-ci, donc ça n'aurait pas eu grand intérêt de vous montrer la différence qu'il peut y avoir entre les deux. Donc on va se concentrer uniquement sur ce personnage, avec d'abord, comme d'hab, la notice, donc notice qui sera nécessaire peut-être pour certaines personnes qui regarderaient la vidéo dans quelques années, si YouTube existe encore à ce moment-là. Donc vous allez retrouver, comme d'hab, le plan de montage, hein, qui vous permettra peut-être d'assurer votre montage. Bon, maintenant, faut pas charrier non plus, hein, c'est une figurine qui se monte très bien. Bon, j'ai pas encore monté cette figurine, mais j'ai déjà monté Sid, donc a priori, celle-ci, ça devrait être pareil, elle devrait se monter de la même façon. Alors, monter Sid en tout bien tout honneur, hein, je précise. Hein. Donc ça, c'est le plan de montage, et vous avez le reste du montage de la forme objet au verso. Voilà. Ça, c'est pour la notice. Ensuite, blister qui contient le personnage. Bon, je vais essayer de faire les choses le plus clairement possible. Donc blister qui contient le personnage qui malheureusement a toujours sa tête de premier de la classe. Vous voyez, donc j'avais regretté le côté un peu trop gentillet du personnage lors de la revue du Sid EX. Et bien pour celui-ci, ça sera exactement pareil, puisque Bandai n'a pas trouvé nécessaire de donner un peu plus de caractère à ce visage. Bon, je ne vais pas aller plus loin là-dedans, puisque j'en parlerai ensuite avec la découverte des visages et le comparatif par rapport à la version J-Model. Ensuite, dans ce blister, bah, vous allez avoir l'immense majorité des pièces de l'armure. Remarquez qu'il y a bien 4 protège-mains, donc vous avez un jeu en double. Et voilà, il ne manque que la partie plastron et jupe que vous allez retrouver dans le blister suivant. Alors, blister suivant, qui est celui qui contient donc, le restant des pièces d'armure que vous avez ici. Et vous avez également les fameuses dents de sabre qui se mettent en conjonction avec les pièces du porte-armure. Donc en fait, il s'agira de remplacer les dents du casque ici, qui sont un peu atrophiées, par celle-ci, pour avoir vraiment un vrai tigre aux dents de sabre.
Vous avez aussi présence d'une pièce supplémentaire qui permet de faire le casque avec mentonnière. Donc pour les gens qui sont pro mentonnière comme je peux l'être, eh bien vous aurez toute satisfaction avec celle-ci. Voilà pour ce qui est de ce blister, et reste le dernier blister qui est le plus intéressant parce que ces deux-là vous les avez déjà vus sur Seed. C'est celui-ci. Alors ce blister laisse apparaître d'abord la cape, mais bon ça c'est normal. Vous avez ensuite les différentes paires de mains, donc qui sont au nombre de 5. Donc, vous avez les poings fermés, vous avez donc les griffes du tigre viking qui sont un peu atrophiées ici. Donc moi personnellement je suis pas super fan de ces mains avec des ongles qui ont été un petit peu raccourcis. Mais bon, elles sont là. Et vous avez la dernière paire de mains qui elle aussi montre des griffes qui sont vraiment bien déployées. Vous avez surtout dans ce blister la présence de ce fameux bonus. Donc vous avez les deux dagues qui étaient fournies également avec la Bandai classique, et je vous ferai le comparatif juste après. Donc là c'est vraiment positif de la part de Bandai de nous les avoir fournis, parce que quand cette figurine a été annoncée, on était assez nombreux, et j'en faisais partie, à se dire que peut-être que Bandai en ferait totalement l'économie, puisqu'ils n'ont plus trop l'habitude de nous fournir des bonus ces derniers temps. Et au final, ils nous les ont mises, donc bon, c'est bien, c'est positif. Vous avez surtout, autre point positif, 2 visages supplémentaires ici par rapport à la version de Seed, qui contenait au total seulement 4 visages. Donc vous voyez ici, avec les 3 visages là, ces deux-là, plus le visage qui est déjà sur le personnage, on a au total 6 visages. Bon, franchement, on a rarement été aussi bien servi, donc on va pas bouder son plaisir, hein, comme on dit. Ça, c'est pour ce qui est des blisters en eux-mêmes, donc je vais retirer les couvercles, regarder quelques pièces dans le détail en comparatif par rapport à la version classique et aussi à la version IX J-Model. A tout de suite. Moment clé de ce comparatif, puisque ça va être l'occasion pour moi de vous comparer dans le détail la version Bandai IX que vous avez donc ici à gauche avec la version J-Model que vous avez à droite, ce qui va être l'occasion de juger de la qualité et de la richesse des contenus dans les deux versions. J'aurai également l'occasion d'évoquer la version Bandai classique, c'est pour cela que je vous ai mis ici ces pièces-là qui sont issues de la version classique, pour notamment vous parler de la peinture et faire la comparaison avec les dagues. D'abord, en termes de richesse de contenu, donc si je compare la Bandai IX avec la version J-Model, en termes de nombre de mains, vous voyez que le nombre de mains est équivalent, donc on a 5 paires de mains de part et d'autre. En termes de nombre de visages, on a seulement 4 visages, 1, 2, 3, 4 pour la version J-Model, contre 6 visages, on l'a évoqué tout à l'heure dans la découverte des contenus, avec la version Bandai. Donc les 2 visages supplémentaires étant ces deux-là, donc je vais vous montrer déjà ça dans le détail. Donc ce visage-là, que j'évoquais tout à l'heure dans la découverte des blisters, Bandai ici a fait un bon travail au niveau des iris, vous voyez qu'ils ne se sont pas contentés de faire un regard vide et noir. D'habitude ils nous font une sorte de masque de Zorro qui n'aurait pas été trouvé au niveau des yeux. Et ici, pas du tout. On a vraiment un regard qui a été travaillé. Et en plus, vous voyez, au niveau de la bouche, eh bien, on n'a pas fait simplement une petite bouche neutre, on a essayé de mettre un petit rictus avec un air un peu maléfique, qui correspond assez bien à l'image que renvoie Bud au début des épisodes qui le font apparaître. Donc ça, c'est ce visage-là qui est pour ma part très réussi. Et vous avez ce deuxième visage également au bonus, qui vient un peu forcer le trait que j'évoquais il y a un instant, à savoir le côté un peu mesquin du personnage. Vous voyez que bon, c'est pas mal réussi pour ce genre de visage. Donc ces deux visages-là sont bien entendu un gros plus par rapport à la version J-Model, puisque en version J-Model, vous n'avez simplement que la copie des visages qui étaient fournis avec Seed. Et comme Seed n'avait pas ces deux visages-là, et bien forcément, si vous faites l'acquisition de la version J-Model, ces deux visages-là, vous ne les aurez pas. Alors justement, en termes de visage, si on fait un peu la comparaison, bon d'abord on va prendre le visage neutre, et ça va être aussi l'occasion pour nous de juger de la qualité de la chevelure. Alors d'abord en ce qui concerne la qualité de la chevelure et de l'intégration du visage dans la chevelure, ici on peut remarquer un net plus du côté de Bandai. Je pense que vous voyez que l'intégration de la chevelure et plutôt l'intégration du visage dans la chevelure est tout de même plus naturelle que au niveau de la version J-Model. Vous voyez notamment ici un gros écart entre la chevelure et le visage. Alors, il faut savoir que le visage est bien emboîté, il n'y a pas à dire, j'ai vraiment emboîté les choses comme il se doit.
Et pourtant, eh bien, vous voyez, on ne peut pas faire autrement que d'avoir cette délimitation qui paraît vraiment très très peu naturelle sur la version J-Model. Et en dehors de cela, eh bien, un élément vient accentuer ce manque d'intégration du visage dans la chevelure, c'est le fait que, quand on regarde ces deux visages, eh bien, on se rend compte que le visage de la J-Model, les éléments qui constituent son visage, donc les yeux, la bouche, le nez, sont plus bas sur le visage qu'au niveau de la version Bandai. Donc ce qui accentue, vous voyez, l'effet long front que nous n'avons pas sur la version Bandai. Donc ce qui donne en fait au personnage J-Model un caractère un peu bouffi, qui est à la fois dû, comme je l'ai dit, aux éléments du visage qui sont un peu plus bas sur le visage, mais également aussi un visage qui paraît un tout petit peu plus large que celui de la version Bandai. Mais ça, on aura l'occasion également de l'observer sur les autres visages. Donc là, pour moi, clairement, il n'y a pas photo entre ces deux visages. Hein. Le visage Bandai me semble plus réussi, plus fin, et aussi un peu plus fidèle au design d'origine, même si, n'oubliez pas que j'avais émis énormément de réserves quant à la ressemblance du personnage par rapport au Setei. Donc ça, c'est pour ce visage neutre. Au niveau de la chevelure, je tenais quand même à vous montrer également que la jonction entre les parties de la chevelure pour les deux n'est pas tout à fait de la même qualité. Hein. Au niveau de la Bandai, vous voyez que la jonction, elle est tout de même assez discrète, ce qui n'est pas le cas. Hein. Vous voyez ici quand même un écart qui est quand même assez conséquent entre la partie avant de la chevelure et la partie arrière. Donc bon, il y a clairement une différence de qualité, hein, c'est assez notable, même si au niveau de la version J-Model, j'ai pas a priori à déplorer des bavures de plastique comme on peut avoir par ailleurs, enfin il y en a quelques-unes, hein, par exemple ici vous en avez une petite là, que l'on n'a pas au niveau de la Bandai, hein, donc vous voyez aussi la différence de finition ici, mais globalement, on a déjà vu plus dégoûtant concernant la version alternative. Hein. Globalement, c'est pas trop mal limé au niveau des bavures plastiques. Bon, vous en avez aussi une petite là, mais globalement, le travail sur les mèches a été quand même assez correct. Au niveau de la différence également de teinte de la chevelure, vous voyez que le vert est un tout petit peu plus prononcé sur la version J-Model. On a un côté un peu plus bleuté sur la version Bandai. Vous voyez, je pense que là, ça vous apparaîtra quand même assez clair. Alors, je vais vous passer en revue également les autres visages, hein, pour vous montrer les différences entre ceux-ci. Donc le visage avec rictus, et vous allez retrouver en fait exactement les mêmes éléments que j'évoquais tout à l'heure, à savoir plus de finesse sur la version Bandai que sur la version J-Model. Donc vous voyez que, bon, ici le contraste est tout de même un peu moins grand entre ces deux visages qu'entre les deux visages précédents. Le visage J-Model est quand même d'assez bonne facture. Alors ce que je tenais également à souligner pour ce visage-là, c'est le grain de peau. Donc le grain de peau est tout de même un peu plus rosé sur la version Bandai, et un petit peu plus jaunâtre et translucide sur la version J-Model. Mais ça, j'aurai l'occasion d'en parler également sur les doigts des mains. Donc ça, c'est pour ce visage avec rictus. Le visage hurlant, criant, voilà. Alors ça va être l'occasion pour moi aussi de vous évoquer le problème que l'on peut rencontrer avec les versions alternatives. Eh bien vous voyez que moi, mon visage alternatif, là, J-Model, il est dégueulasse. Il a une trace de peinture ou de saleté ou je ne sais quoi ici au niveau de l'œil. Alors faites-moi confiance, hein, ce n'est pas de mon fait, je l'ai eu comme ça, donc du coup pour moi c'était évident que je ne pourrais jamais utiliser ce visage. Bon, c'est pas forcément que j'avais envie de l'utiliser de toute façon, mais étant donné qu'il y avait une grosse trace de peinture ou de saleté, je ne sais pas, au niveau de l'œil, pour moi ça le mettait clairement out au niveau des possibilités que j'avais d'exposition. En dehors de ça, bon, donc ça veut dire que en termes de qualité, quand vous achetez une version bootleg, eh bien vous ne pouvez pas non plus tabler sur une qualité de finition qui soit toujours optimale. C'est un peu le jeu de la loterie, des fois on a de la chance et souvent on n'a pas de chance, et là vous voyez que ici moi pour ce visage du coup il devient inutilisable. En termes de maintenant traits du visage, vous voyez qu'il y a quand même plus d'expressivité, et c'est rien que de le dire, sur le visage Bandai, avec une bouche qui est tout de même ouverte de façon un peu plus grande et profonde, ce qui accentue bien sûr le caractère agressif du personnage, des yeux également qui ont quand même beaucoup plus d'expressivité au niveau à la fois des iris et de la forme de l'œil, avec une iris qui est un peu plus grosse que sur la version J-Model. Donc ici, clairement, pour moi, il n'y a absolument pas photo sur ces deux visages. Le visage Bandai est clairement supérieur. Vous voyez que, d'ailleurs, au niveau de sa taille, hein, de sa hauteur, il est un peu plus étendu que la version J-Model. Encore une fois, ceci est fait pour émuler le mouvement de la bouche, hein, qui va vers le bas et qui donc allonge le visage. Donc ça, c'est pour ce visage criant, hein, qui est clairement supérieur sur la version Bandai.
Ensuite, le visage aux yeux fermés. Alors, on a coutume de dire que sur les visages aux yeux fermés, il y a en général pas énormément de différence entre les versions. Bon, sinon en termes de travail sur les cils, vous voyez que c'est aussi nettement plus fin du côté de la version officielle. C'est un petit peu plus, ça fait un petit peu plus d'épaté sur la version J-Model. Bon, c'est pas non plus infamant. On retrouve, vous voyez, le caractère un petit peu plus translucide du visage sur la version J-Model. Et voilà donc pour ce qui est des visages. Maintenant, je vais évoquer les mains. Alors pour ce qui est des mains, je vais faire un constat qui va être valable quasiment pour toutes les paires de mains, à savoir le fait que globalement, il y a du mieux sur la version J-Model, c'est-à-dire qu'en termes de qualité de peinture, de dépose de peinture, ça n'a pas trop bavé sur les doigts. Donc vous voyez que globalement, c'est plutôt bien mis en peinture. Maintenant, ce que je peux noter, et c'est valable pour cette main-là, mais je vais vous le montrer également sur les autres, c'est un gros manque de finesse du point de vue de la structure des doigts. Vous voyez qu'on a des doigts qui font un petit peu quenelle sur la version J-Model, alors qu'ils sont bien fins et bien dessinés sur la version Bandai. Ce qui est également le cas, vous voyez, au niveau des griffes. On a tout de même des griffes qui sont un peu mieux finies sur la version Bandai. Notamment, il n'y a pas ces petits grains de peinture qu'on peut avoir ici sur la version alternative. Alors, je ne sais pas si vous verrez ça au mieux, mais pour moi, en réel, ça apparaît, je vais y arriver, assez clair. Donc ça, c'est pour cette main-là, qui est assez emblématique du personnage, donc main très importante, et qui est le reflet de ce que vous pourrez retrouver sur la majeure partie des mains. Je vais vous le montrer également sur celle-ci, avec les grandes griffes allongées. Donc vous avez ici une taille de griffe d'ailleurs qui est plus importante sur la version Bandai. Vous voyez, c'est un peu plus long. Donc on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, ce caractère un peu translucide également des doigts. Donc ce qui fait que les doigts de la main de la version Bandai apparaissent tout de même un peu plus naturels. On sent clairement qu'il y a une peinture qui a été mise en plus par rapport au plastique et qui est un peu plus opaque que celle éventuellement qui a pu être mise par la version J-Model. Donc ça, c'est pour la qualité des mains. On va arriver maintenant aux pièces de l'armure. Alors, pièces de l'armure. D'abord, en termes de pourquoi j'ai pris ces pièces-là et pas d'autres, j'aurais très bien pu vous montrer toutes les pièces d'armure, mais ce que je vais dire pour celle-ci, ça va être valable pour toutes les autres pièces. Donc, plutôt que de démonter complètement ma version J-Model, j'ai préféré simplement faire une sélection sur des pièces qui permettaient de créer des jugements qui pouvaient s'appliquer sur toutes les pièces. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné ces deux pièces-là. D'abord les jambes parce que la pièce elle est suffisamment grande pour pouvoir juger de la forme de la pièce et de la peinture. Et l'épaulière parce que ça va être l'occasion pour nous de donner un petit constat concernant la qualité des éléments et leur mobilité. Bon d'abord, en ce qui concerne le bas de la jambe. Bas de la jambe, vous voyez que ça laisse apparaître en fait l'énorme différence qu'il peut y avoir entre ces deux versions, à savoir la couleur de peinture. Alors la couleur de peinture non, parce qu'en fait toutes les deux ont une couleur qui est une couleur métal. Donc on n'a pas une couleur blanche ici sur la version J-Model, c'est une version couleur métal, sauf que la différence c'est que ici vous avez un métal chromé, et ici vous avez un métal plutôt brut. Alors brut mat, même si il ne faut pas se leurrer, il y a sans doute une couche de peinture un peu métallique qui est sur le métal, donc c'est pas du métal brut non plus, mais en tout cas en termes de couleur, vous avez quelque chose qui fait plus mat que la version J-Model. Donc à partir de là, ça va être évidemment une question de goût, mais ça je ne vais pas m'avancer plus loin sur le sujet, puisque c'est quelque chose plutôt que j'évoquerai au moment du bilan, quand vous aurez les deux figurines côte à côte montées, et ce qui permettra vraiment de juger au mieux du rendu. Ce que je voulais également souligner à ce stade, c'est la forme des pièces qui apparaît tout de même assez similaire. Donc j'essaierai bien entendu de monter la forme objet Bandai avec les pièces J-Model pour voir si l'ensemble est compatible avec les pièces du porte-armure, ce qui pourra notamment permettre de conclure définitivement sur le fait que les pièces sont de même forme. Maintenant, j'ai tout de même des doutes, et le doute que j'ai, c'est au niveau des avant-bras. Donc ça aussi, ce serait quelque chose que j'aurai l'occasion de souligner tout à l'heure lorsque les figurines seront montées. Mais au niveau des avant-bras, même si comme ça d'extérieur, les pièces apparaissent tout de même assez similaires, on a au niveau de l'intérieur
Alors je sais pas si ce sera vraiment super visible à la caméra, mais un trou de bras, ouais là je pense que ça se voit assez clairement, un trou au niveau de la pièce qui se met sur l'avant-bras qui est un peu plus large que celui de la Bandai, vous voyez? Ce qui veut dire que en termes de tenue sur l'avant-bras du personnage, on aura sans doute une pièce qui va flotter davantage du côté de la marque alternative et qui sera davantage près du corps au niveau de la Bandai. Alors pour moi c'est assez difficile à ce stade de le certifier puisque j'ai pas encore monté la Bandai, mais ce que je peux vous dire en tout cas c'est qu'au niveau de la version J-Model, on avait pas mal de jeux au niveau de cette pièce là sur l'avant-bras du personnage, donc il sera intéressant de voir si une fois les personnages montés, ce défaut a été éliminé pour la version officielle. Mais comme ça, j'ai envie de dire que ça me paraît être le cas. Voilà. Donc ce qui veut dire, hein, tout ça pour dire qu'en termes de compatibilité avec la version du porte-armure Bandai, eh bien il n'y aura peut-être pas une compatibilité à 100%, mais bon ça je vous le dirai une fois monté. En termes de différence également pour les pièces, on arrive sur l'épaulière. Alors l'épaulière, on va y retrouver en fait les éléments que je soulignais tout à l'heure au niveau de la différence de peinture, donc une peinture un peu plus mate sur la version Bandai, plus chromée sur la version J-Model. Vous avez également, vous voyez, l'intérieur, hein, les arabesques à l'intérieur des pièces, hein, qui adoptent une couleur différente, donc on a une sorte de gris bleuté hein, sur la version Bandai, et plutôt une sorte de gris blanc, hein, c'est là où on va avoir un petit peu le blanc, sur la version J-Model. Mais surtout ce qui est intéressant, eh bien, c'est le système d'attache à l'intérieur. Et c'est là aussi où je voulais vous montrer la différence qu'il peut y avoir entre la version officielle et la version alternative, c'est sur la qualité des éléments. Donc, vous voyez d'abord que au niveau du système d'attache, eh bien, c'est a priori le même. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est au niveau de la J-Model, au niveau de la mobilité de ce système d'attache. Regardez bien. Vous voyez l'amplitude que j'ai, et je ne peux pas... Alors, ça force. Et si je force trop, eh bien j'ai peur de casser. Donc ça, et d'ailleurs vous voyez que cette pièce-là, qui maintient la petite main de Lego, a tendance à bouger pour permettre à celle-ci d'aller d'avant vers l'arrière. Et sur les côtés, une mobilité qui est très difficile, vous entendez hein? Donc ça, malheureusement, eh bien, ça va limiter grandement l'amplitude de mouvement avec cette épaulière. Vous voyez que la main de Lego, là, j'ai du mal à la tourner, donc ce qui veut dire que pour ce qui est de mes poses, je vais être quand même pas mal limité, d'abord parce que c'est un système de fixation d'ancienne génération, mais ça c'était également le choix fait sur Bandai, mais aussi parce que cette main de Lego a très peu de mobilité du fait d'une finition qui n'est pas super, donc j'imagine que la petite boule qui permet de maintenir cette main de Lego a sans doute été mal calibrée pour la pièce qui vient l'accueillir, si bien que la mobilité que l'on en a en résultat est tout de même très limitée. Donc ça, c'est pour la version alternative. Alors peut-être j'ai pas eu de bol, mais c'est quand même un truc que j'ai remarqué assez souvent sur les versions bootleg, c'est-à-dire des pièces de fixation qui sont souvent moins mobiles. Et sur la version Bandai, en revanche, eh bien, cette petite main de Lego, vous voyez, je n'ai aucun souci pour la bouger. Hein. Là, j'ai vraiment pas à forcer. Alors, c'est pas non plus lâche, hein, c'est-à-dire que l'épaulière tiendra dans la position qu'on veut la mettre. Hein. Vous voyez qu'il y a quand même une certaine résistance. Mais pas du tout dans l'excès. Donc d'avant en arrière, pas de problème. Sur les côtés, vous voyez, pareil. Alors si je veux m'amuser, vous voyez, à tourner un peu la main de Lego, je peux le faire sans problème, ce qui veut dire que je pourrais avoir une rotation de l'épaulière pour dire de bien épouser l'épaule du personnage. Alors certes, hein, on a une attache hein, qui n'est pas une attache IX, donc forcément on va être tout de même plus limité qu'avec une attache IX, mais de toute façon c'est le cas pour ces deux versions. Mais là on a quand même une vraie mobilité latérale et d'avant en arrière, donc il n'y a pas photo ici du point de vue de l'attache. Hein. La victoire est claire sur la version Bandai, qualité des composants. Alors on peut évidemment toujours dire la même chose, la qualité se dégrade chez Bandai, ce qui est vrai hein, d'une certaine mesure. Mais je dirais que c'est pas forcément constant. Il y a aussi des figurines où la qualité est plutôt bonne. Et en tout cas, la finition est bonne. Et ici, eh bien, on peut rien reprocher au niveau de cette Bandai, au niveau de la finition des attaches. Il n'y a pas photo avec la version J-Model, hein, clairement. Donc ça, c'était pour l'épaulière. Dernier élément que je vais évoquer au niveau de l'armure, ça va être le casque, et pas des moindres, puisque ça va laisser apparaître tout de même une grosse différence en termes de fidélité. Vous voyez, c'est la truffe du personnage. Donc la truffe du Smilodon, hein, qui est censé être noir dans l'animé, donc je vous en ferai un insert à droite. Donc qui a été bien entendu mis en peinture sur la version Bandai pour respecter ça. Bon, vous voyez que
c'est plutôt du bon boulot. La peinture n'a pas bavé. Et par contre, eh bien, ça n'a pas été le cas pour cette version J-Model. Ils ne se sont pas cassés les pieds à mettre en peinture la truffe. Alors, bien sûr, il y a des collectionneurs qui ont mis en peinture cette truffe, ce que j'avais eu envie de faire à un moment, mais en fait, je me suis abstenu de le faire parce que comme ça me permettait de vous faire vraiment un vrai comparatif entre ces deux versions. Donc là, vous voyez que d'origine, eh bien, si vous faites l'acquisition de la version J-Model, il vous faudra faire un petit peu de bricolage ou alors vous arranger de ce défaut. Autre défaut, mais qui est présent sur les deux versions, vous voyez que les dents de sabre ne sont pas d'une couleur différente du reste du casque, alors que normalement dans l'animé, elles sont blanches. Donc bon, là, soit vous faites du bricolage, soit vous, encore une fois, vous vous arrangez de ce manque de fidélité. Donc là, j'ai choisi la version avec mentonnière, mais vous avez une pièce supplémentaire, enfin 2 pièces supplémentaires qui permettent de remplacer et d'avoir le casque ouvert. Donc ça, c'est pour les pièces d'armure. Il va me rester simplement à vous évoquer donc, la différence de couleur de peinture avec la version Bandai et également évoquer donc, les dagues. Alors je vais commencer par les dagues, simplement parce que comme ça fera la bonne transition entre la version J-Model et la version Bandai. Pour vous dire que d'abord, ces deux dagues là, donc qui sont fournies avec la version Bandai IX, vous ne les avez absolument pas sur cette version J-Model. Donc là aussi, hein, c'est un bonus qui est peut-être très intéressant, qui vole en éclats si vous achetez la version bootleg. Donc ça, ces dagues-là, ce sont les dagues fournies avec la version IX. Alors, si vous comparez hein, par rapport au design d'Isetai que je vais vous mettre en insert à droite, eh bien, vous vous rendrez compte que globalement, le design a été bien respecté. Maintenant, quand on compare avec la version que l'on voit dans l'animé, eh bien, je dirais que ces dagues, malheureusement, sont un peu trop foncées. La peinture de ces dagues est un peu trop foncée, ce qui fait que vous voyez que le nom du personnage, hein, donc ici, Sid, donc sur la partie droite de l'image, et donc Bud ici, alors il va falloir que je joue un petit peu avec les ombres, mais vous voyez que c'est assez difficile de discerner le nom des personnages sur la dague. Alors que dans le réel, eh bien, ces noms apparaissent de manière un peu plus franche. Et c'est ce que l'on avait pourtant sur la version classique de chez Bandai. Donc vous aviez, vous voyez, ces deux dagues qui laissaient bien apparaître le nom du personnage, tout simplement parce que la peinture de la dague est beaucoup plus claire que celle qui a été adoptée sur la version IX. Et alors, d'abord, première chose, je dirais d'abord que la peinture qui est adoptée sur la version classique est malheureusement cette fois-ci trop claire. Donc ça veut dire que la vérité, au niveau de la couleur de la peinture de ces dagues, était sans doute entre la version IX et cette version classique. Mais tout de même, l'avantage, c'est qu'on peut discerner clairement hein, le nom des personnages, ce qui est quand même plus difficile sur la version IX. Ou alors il faut avoir 10 sur 10 à chaque œil, quoi. Sinon, pour ce qui est de la qualité des arabesques sur les dagues en elles-mêmes, eh bien, c'est équivalent. Hein. J'ai regardé ça un peu, j'ai comparé avec le Setai, et je peux dire que globalement, des deux côtés, le motif est plutôt bien respecté. Hein. Donc je vais vous les mettre côte à côte, hein, vraiment, pour que vous puissiez juger. Donc voilà, donc version IX à droite de l'image, et version classique à gauche de l'image. Voilà, vous voyez que, bon, aussi en termes de taille, c'est pas parce que c'est une version IX que la dague est plus grande, hein, c'est à peu près dans les mêmes étiages. Donc ça, c'est pour les dagues. Et enfin, dernière chose que je vais vous dire concernant ces pièces, eh ben, ça va être sur la différence de couleur de peinture entre la version classique et la version IX. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, préférer une version plutôt mate de peinture ou plutôt chromée de peinture, ça va être d'abord une question de goût. Maintenant, on peut avoir aussi une peinture en version mate, mais avec un reflet, une peinture qui est uniforme, sans vraiment de reflets de couleurs différentes, et une peinture qui sera un peu plus complexe avec des reflets justement d'une couleur différente. Et c'était d'ailleurs ce qu'avait adopté comme choix Bandai sur sa version classique, puisque vous voyez que sur la version classique, donc que vous avez à gauche de l'image, vous avez une peinture qui est certes plus mate que celle qui est adoptée sur la version J-Model, mais surtout qui fait apparaître des reflets bleutés. Vous voyez notamment que c'est énormément le cas ici au niveau de la genouillère. Hein. Alors que sur la Bandai IX, eh bien, c'est totalement uniforme.
Donc moi, personnellement, eh bien, je regrette ce choix qu'a fait Bandai, qui est sans doute dicté par la volonté de faire des économies, puisque forcément ça aurait nécessité la mise en place d'une couche supplémentaire de peinture qui serait venue ajouter cet effet un peu bleuté qu'il y avait sur la version classique. Donc ici, eh bien, on ne l'a plus du tout sur la version iX. Donc ça, moi, personnellement, je trouve que c'est un peu un recul en arrière. Là où par contre c'est mieux du côté de la iX selon moi, eh bien c'est sur la partie arabesque. Vous aviez un effet un peu granuleux sur la version classique, que moi personnellement je n'aimais pas, qui a été supprimé sur cette version iX. Vous voyez que c'est totalement plat. Donc voilà pour ce qui est de la comparaison avec la peinture de la classique, simplement donc pour souligner le fait que au niveau de la qualité de peinture, bon, c'était tout de même un peu plus recherché et plus élaboré sur la version classique. Il faudra s'en accommoder pour la version iX Bandai, ou alors opter pour le choix d'une peinture chromée que vous avez sur la version J-Model, mais tout en s'accommodant des défauts sur les pièces que vous pouvez avoir par ailleurs. Donc voilà pour ce qui est du passage en revue des pièces du personnage. Donc à ce stade, eh bien, je vais passer au passage en revue du personnage sans armure. Allez, donc maintenant on va juger de la qualité de ce corps Bandai, aussi bien d'un point de vue esthétique que du point de vue de sa rigidité. Et pour cela, eh bien, on va le comparer en partie à celui de son alter ego un peu tapis dans l'ombre, à savoir la version J-Model iX. Au niveau de ce corps Bandai, donc d'abord, la première chose à remarquer, c'est que du point de vue esthétique, il n'a pas le défaut que peut avoir la version J-Model, à savoir le trou au niveau de ses épaules. Donc pour cela, je vais vous montrer ce que l'on a sur la version J-Model. Vous voyez que ici, au niveau de son épaule, on a un trou au niveau du corps, qui n'est absolument pas nécessaire pour cette figurine, puisque ces trous-là sont normalement censés permettre à des épaulières de venir se clipser dessus et donc de tenir en place. Or ici, l'épaulière du personnage tient en place sur son plastron. Donc ce qui veut dire que comme ces corps sont standards chez J-Model, ils sont troués de façon standard au niveau des épaules, eh bien ils n'ont pas fait l'effort ici de faire un corps supplémentaire pour cette version de Bud. En revanche, pour ce qui est de Bandai, eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas le trou au niveau de ses épaules. Bien entendu, ils ont également des corps avec ce trou qui permet de venir clipser des épaulières quand le personnage le nécessite. Mais là, comme c'est pas le cas, eh bien vous voyez qu'ils nous mettent un corps qui ne fait pas apparaître ces trous qui peuvent quand même être assez disgracieux. Vous voyez que ça fait un côté encore plus figurine que ce qu'il est au départ. Bon, évidemment, il y a des articulations aussi par ailleurs, mais ça vient rajouter une couche supplémentaire sur le fait que c'est une figurine et c'est pas vraiment un personnage. Ensuite, du point de vue de la rigidité de ce corps Bandai, eh bien, force est de constater que c'est plutôt de bonne qualité, donc je vais vous le démontrer. Au niveau du haut du corps, eh bien, il n'y a pas de soucis. Bon, en général, il n'y a pas trop de problèmes sur les corps Bandai sur le haut du corps, c'est plutôt au niveau du bas que ça baisse de qualité en général. Vous voyez que cette articulation entre le buste et le bras est vraiment bien rigide, sans être pour autant dans l'excès, puisqu'il n'y a pas vraiment de risque de casse à le tourner. Écoutez bien. Pas de grincement suspect, donc rien à dire. Cette articulation-là, alors là on entend un grincement, mais qui est juste le grincement en fait de deux pièces qui se frottent l'une contre l'autre, sans pour autant que ce soit ici motif à casser l'articulation. Vraiment, donc là il faut simplement avoir la figurine dans les mains pour le juger, mais vous voyez que j'ai beau faire ça une quarantaine de fois, il ne va pas y avoir de risque de casse ici. C'est également bien rigide ici du point de vue de l'articulation du coude, donc au niveau du haut du corps, rien à dire, c'est très bien. Au niveau du buste également, ça tient bien en place, on peut lui faire presque faire le limbo. Vers l'avant également, ça tient bien en place, vous voyez que si je secoue comme ça vers l'arrière, ça ne barloque pas. Donc ce qui veut dire qu'on pourra faire des torsions de buste et lui faire maintenir la position sans aucun souci. Là où ça blesse, en général, là où le bas blesse, c'est au niveau de l'entrejambe. Entrejambe, encore une fois, le test habituel, c'est de mettre la jambe comme ça à l'horizontale et de secouer le personnage. Donc vous voyez que là, je fais quand même ça très fortement. Et eh ben, ça bouge pas d'un poil. Vous voyez que ici, ça n'a pas bougé du tout. Et surtout également, au niveau du genou, il est resté également bien en place, ce qui n'était pas toujours le cas ces derniers temps au niveau de la marque Bandai. Donc ça veut dire que ici, du côté droit, eh bien, c'est parfait. Du côté gauche, mais vous voyez que là aussi, hein, ça bouge pas d'un pouce.
bien rigide ici au niveau de l'entrejambe et bien rigide au niveau du genou. Donc au niveau de la qualité de ce corps Bandai, eh bien je dirais que pour l'instant, à ce stade, hein, bien sûr sans armure dessus et sans manipulation préalable, eh bien il est plutôt dans le haut du panier de ce que la marque est capable de nous fournir. En tout cas, bien supérieur à ce que l'on a ces derniers temps du point de vue des sorties. Dernier élément à juger, c'est la qualité des pieds, des chevilles, donc chevilles bien rigides, donc qui annonce là aussi un posing qui sera normalement pas trop difficile, aussi bien vous voyez d'avant en arrière que latéralement, on a une articulation qui est absolument pas bloquée, ce qui peut parfois être le cas hein, sur les marques alternatives notamment. La pointe du pied est également, vous voyez, bien rigide, j'ai peine à la plier, donc ce qui veut dire que si la figurine a tendance à prendre appui un peu sur la pointe du pied, elle n'aura pas tendance à venir se casser et la figure se ramasser vers l'avant. Donc, au global, un corps Bandai ici qui est vraiment de bonne qualité et dans le haut du panier de ce que peut nous fournir cette marque. Maintenant, pour ce qui est de la version J-Model, alors bien entendu, la comparaison va être un petit peu biaisée dans le sens où le personnage est déjà vêtu de son armure, donc forcément il y a plus de poids au niveau du personnage, mais bien entendu, je vous ferai la comparaison une fois que le personnage Bandai sera monté, pour vous montrer la différence, s'il y a lieu de montrer une différence. Ce que j'ai simplement constaté sur ce personnage J-Model, c'est qu'il faisait globalement preuve d'un manque de rigidité sur la partie basse du corps et de trop de rigidité sur la partie haute du corps. Donc pour la partie basse du corps, je vais vous le montrer simplement comme ceci, vous voyez, ça barloque assez facilement, donc on a quand même beaucoup de souplesse au niveau de l'entrejambe. Alors est-ce dû au poids de l'armure? Eh bien écoutez, je vous demande simplement de patienter jusqu'à la partie bilan où je ferai exactement le même test avec la version Bandai, et puis on verra si c'est dans la même mesure. Mais là, d'expérience, je peux vous dire que cette souplesse au niveau de l'entrejambe m'a quand même pas mal gêné au niveau du posing de ce personnage quand je l'ai manipulé. Autre défaut également que j'avais repéré sur le personnage, eh bien, vous voyez, c'est ici au niveau de la pointe de son pied. C'est extrêmement souple. De toute façon, vous le voyez bien, je le manipule à peine et ça bouge. Donc ce qui veut dire qu'on aura également du mal à faire tenir, vous voyez, le personnage en équilibre. Il a tendance à vouloir se dérober dès lors que le poids se fait vers l'avant. Enfin, dernière chose, donc ça c'est la partie basse du personnage qui est vraiment très souple. Et pour ce qui est de la partie haute, là en revanche, eh bien c'est le contraire, c'est trop rigide. Alors ici, de haut en bas, tout va bien. Par contre, écoutez bien, voilà, au niveau de l'articulation. Là, vous entendez un bruit qui est autrement plus suspect que celui qu'on avait tout à l'heure sur l'articulation de la Bandai au niveau de l'épaule. C'est que ce bruit-là, il annonce de la casse si vous forcez de trop. Donc ça malheureusement ça nécessitera ici l'application de graisse, de lubrifiant pour pouvoir éviter de casser l'articulation comme ça peut arriver parfois sur des figurines qui sont un peu trop rigides. Donc ça c'est pour ce qui est de la partie du corps et donc là aussi en termes de comme ça rigidité brute du personnage sans pour l'instant l'avoir manipulé, je donne quand même un gros avantage au niveau de la rigidité qui n'est ni trop extrême ni pas suffisante sur le corps de la Bandai et qui était exactement le contraire au niveau de la version J-Model. Donc à ce stade, ce que je vais faire, c'est que hors champ, je vais monter l'armure du personnage. Il n'y aura pas de montage ni en version lente ni en version rapide pour ce personnage. Je vous renvoie simplement encore une fois à la revue numéro 39 qui est celle de Site de Mizar où comme l'armure est exactement identique, eh bien le montage sera exactement le même. Donc si jamais vous êtes intéressé par avoir un peu d'assistance du point de vue du montage de ce personnage, eh bien, soit vous allez voir du côté de ma revue 39 pour Sid, soit également, eh bien, vous allez voir du côté des collègues qui, à mon avis, ne manqueront pas de monter le personnage en intégrale. Donc moi, je monte ça hors champ, et puis ensuite, petit posing rapido, et on se retrouve juste après pour le bilan comparatif avec les deux versions existantes. A tout de suite.
De retour pour ce bilan, avec dans un premier temps le comparatif très rapide avec la version Bandai. Alors je ne vais pas vous faire le détail du design, ça je vous renvoie à nouveau vers la revue 39, mais uniquement me concentrer sur la couleur de la peinture pour confirmer ici ce que je vous avais fait dans la revue des pièces au détail, à savoir le reflet bleuté qui est tout de même bien plus marqué sur la version classique que sur la version IX. Vous voyez ça notamment énormément sur les jambes et également au niveau des épaulières. Remarquez que du point de vue de Bandai, c'est pas non plus du métal brut, hein. Il y a un côté un peu gris fumé, donc ce qui veut dire que ici ça va être simplement une question de goût. Moi personnellement, j'ai un peu plus d'attrait pour cette peinture là, donc parce que je la trouve tout de même un peu plus complexe, avec des reflets qui font un peu un contraste avec la couleur de base. Maintenant, si vous préférez les choses uniformes, peut-être que du côté de la Bandai iX, vous aurez davantage de plaisir à la regarder. Maintenant, j'ai envie de dire que le débat ne se pose pas trop dans le sens où si vous avez la totalité de votre collection en version classique, a priori vous allez profiter de la sortie de cette version iX pour choper des versions classiques de ce bud à tarif discount. Et puis si jamais vous êtes totalement IX, de toute façon, le fait que la couleur de peinture est un peu plus jolie sur la version classique ne changera rien au fait que de toute façon vous aurez besoin de vous procurer la version IX. Et c'est à ce moment-là que, et on va arriver sur le gros de ce bilan, à savoir le comparatif avec la version J-Model. Donc c'est à ce moment-là que peut-être viendra pour vous le moment de choisir entre ces deux versions. Alors j'ai envie de vous dire que pour ce qui est de ces deux versions, il y a pas mal de choses à dire, aussi bien du point de vue de la qualité des éléments que du point de vue du rendu de la peinture. Alors si je m'arrête d'abord au niveau du rendu de la peinture, j'ai envie de dire que on a tendance à vouloir voir ce que l'on veut voir, c'est-à-dire que aucune des deux selon moi n'est fidèle à la peinture qui est dans l'animé. Dans l'animé, le personnage et son armure, elle est blanche. Ici, pour les deux, l'armure, elle est argentée. Elle est d'un côté chromée et de l'autre côté mate. Alors, peut-être que dans le chromé, on va pouvoir y voir du blanc, mais c'est pas blanc, c'est gris chromé. Alors que ici, c'est gris mat. Donc les deux, pour moi, ne sont pas fidèles à l'animé. Maintenant, ça va être vraiment une question de goût entre les deux. Soit vous préférez les trucs brillants et puis vous allez plutôt préférer l'aspect de cette armure-là, soit vous préférez les choses un peu plus sobres. Et dans ce cas-là, votre attirance va aller plutôt du côté de la Bandai. Maintenant, j'ai envie de dire que ce n'est pas le seul élément qui doit rentrer en ligne de compte dans votre choix. Ce qui doit rentrer également en ligne de compte, c'est le rapport qualité-prix. C'est la qualité des éléments, c'est également la richesse des contenus, et de ce côté-là, selon moi, il n'y a pas photo. Alors d'abord, première chose, la qualité des éléments. Je vous avais promis ça, c'est qu'à l'issue du montage, je vous avais dit que j'allais faire le comparatif de rigidité par rapport à la version J-Model, qui était, on ne peut pas dire suffisante, hein. Vous voyez que ça barloque complètement au niveau du bas de la figurine, et que c'était malheureusement trop rigide du point de vue du haut du corps. Donc vous voyez d'ailleurs que j'ai énormément de mal pour la remettre en place et la faire tenir en équilibre. J'espère qu'elle va tenir. Du côté de la Bandai, on va faire exactement le même test. Vous voyez que je prends la figurine de la même façon, je bouge comme ça, et je bouge quand même assez fortement, hein, aussi fortement que ce que j'ai fait avec la version J-Model, et vous voyez que, pas de problème, hein. Ça reste en place. Rien à dire. Et vous voyez que j'ai pas eu besoin de régler l'écartement des jambes pour la faire tenir debout, elle tient debout toute seule. Donc là pour moi il n'y a clairement pas photo, et puis bon j'ai manipulé un peu la figurine avant pour ce qui est du posing, et je peux vous garantir que j'ai pas eu les difficultés que j'ai pu avoir avec cette version J-Model. Donc d'un point de vue de la qualité du corps, pour moi il y a vraiment pas photo entre les deux. Les petites pointes de pied également sont bien plus rigides du point de vue de la Bandai, ce qui fait qu'au niveau de la tenue, on ne rencontre pas les problèmes que l'on peut rencontrer avec la version J-Model. Toujours dans la qualité des contenus, hein, je vous avais dit que les pièces d'armure me semblaient moins bien taillées du point de vue de la J-Model. Regardez ce que ça donne du point de vue du bras, vous voyez que ça bouge très facilement ici. Et du côté de Bandai, je vais vous rapprocher ça de plus près. Voilà, vous voyez là, j'essaye de tourner, on le voit clairement avec mon mouvement de doigt, et ça bouge pas. Ça bouge pas. Si vraiment je veux le faire bouger, vous voyez que je vais devoir prendre appui et forcer, hein. Ça tient bien. Donc il n'y a pas de flottement des pièces d'armure comme il peut y avoir ici. Donc là aussi on voit une énorme différence en termes de finition. Autre différence en termes de finition, regardez ce que je vais vous montrer au niveau de l'épaulière de la version J-Model. Si je fais ceci, comme ça, voilà.
Vous voyez, j'ai pas eu besoin de tirer dessus, elle a simplement coulissé sur l'ergot qui est présent ici, au niveau du plastron. Vous voyez, il y a un petit écart qui se fait avec l'arrière du plastron. Alors là, c'est un peu flou, vous allez le voir un peu mieux ici. Donc ce qui fait que l'épaulière a tendance à se déchausser au fur et à mesure que vous manipulez la figurine. Et donc d'ailleurs, pour la remettre en place, bien souvent, vous avez juste qu'à lui faire coulisser dans le chemin inverse. Alors ce que je vais essayer de faire, si jamais, voilà, la petite main de Lego, elle me le permet. Voilà, et vous voyez que sans même clipser, j'ai eu simplement qu'à le faire coulisser sur l'ergot en passant par le trou, par le jour qu'il y avait entre le plastron et la pièce arrière. Du côté de Bandai, eh bien, ceci n'est pas possible. Donc vous voyez que je vais essayer de faire la même chose. Vous voyez, j'essaye de le faire. Eh bien, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, et c'est très simple. Pourquoi j'y arrive pas? Vous allez voir. Parce que l'écart qu'il y a, que je vous ai montré tout à l'heure, eh n'existe pas ici. Ce qui veut dire que je ne peux pas faire coulisser l'épaulière vers l'arrière, elle ne peut pas se déchausser parce qu'il n'y a pas de trou pour qu'elle se déchausse. Donc là aussi, vous voyez la différence de finition entre la figurine officielle et la figurine bootleg. Donc ça c'est pour ce qui est de la qualité des éléments. Donc on arrive maintenant au moment où je vais lister les points positifs et négatifs sur les deux versions. Eh bien je dirais que du côté de Bandai d'abord on a un vrai packaging digne de ce nom, aussi bien en ce qui concerne les blisters qu'en ce qui concerne la boîte. Rien du tout de ce côté là du point de vue de la J-Model. En termes de contenu on a également un contenu qui est quand même bien plus riche avec pas moins de 6 visages, donc 2 visages bonus par rapport à Sid, là où on a 4 visages pour la version J-Model. On a également les dagues, qui est un petit bonus sympa qui est donné avec la version Bandai et qui n'existe pas sur la version J-Model. On a une rigidité du corps qui est bien meilleure, et c'est rare de le dire, sur la version Bandai que sur la version J-Model. On a aussi globalement, ce que je viens de vous dire, une qualité d'éléments qui est bien supérieure sur la version Bandai, autant du point de vue des pièces d'armure que de la taille des pièces d'armure que de du sculpte des visages et des doigts. On a des visages qui sont plus naturels, moins translucides, et des doigts qui sont plus fins, et aussi bien sur les griffes que sur les doigts en eux-mêmes. Donc de ce côté-là, la finesse est du côté de Bandai. Enfin, toujours dans les points positifs, on a une qualité de finition qui est quand même là aussi supérieure sur la version Bandai. Quand je dis qualité de finition, eh bien j'entends l'aspect ne pas avoir peur de casser la figurine. Moi personnellement, quand je manipulais, maintenant je vais plus la manipuler guère puisque je vais évidemment remplacer celle-ci par la version Bandai, j'avais énormément de peur de casse du point de vue des bras dès lors que je devais les bouger. D'ailleurs, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie à la revue qu'en avait fait l'ami Majin Fenrir sur sa chaîne Saint Seiya Meet Close News, où il a fini par casser des éléments de cette figurine J-Model, si bien qu'elle a fini dans la poubelle. Donc je vais pas trop vous spoiler sa revue, mais je vous encourage vraiment à aller voir de ce côté-là, parce que ça vous permettra aussi de voir que le Mitrator, qu'on dit souvent pro Bandai, etc., il est pas dans ce paradigme-là. Je suis pas dans le paradigme de dire Bandai c'est toujours meilleur que la version alternative. J'en veux pour preuve le fait que il n'y a pas si longtemps j'ai passé en revue Kagao et la victoire de mon comparatif allait vers la version Great Toys par rapport à la version Bandai. Autrement dit, moi je suis pas pro l'un ou pro l'autre, je suis pro belle figurine. Je suis pro figurine avec un bon rapport qualité-prix. Et pour moi, le rapport qualité-prix de cette version J-Model, eh bien il est juste insuffisant. Je vous rappelle, cette version vaut 75 €, donc ce qui veut dire que on pourrait avoir tendance, 75 €, frais de port compris, donc on pourrait avoir tendance à dire, bah oui, c'est moins cher, donc pour les petites bourses, ça sera plus facile de se l'acquérir. C'est vrai, mais en même temps, la déception peut être grande également. Ça peut être aussi mettre 75 € à la poubelle si la figurine casse pour rien. Il faut voir également que cette figurine-là, la version officielle, vaut 115 €, on va dire, frais de port inclus. Le différentiel entre les deux, c'est pas du simple double non plus. Donc ça veut dire que moi, personnellement, je trouve que le rapport qualité-prix, il est meilleur ici que ici. Certes, ça apparaît moins cher là, mais moins de contenu aussi. Et puis une version pirate, ça veut dire aussi que dans le temps, eh bien, cette figurine sera amenée à n'avoir aucune valeur. Alors que celle-ci, eh bien, peut-être prendra de la valeur. Donc il y a aussi cette dimension-là qu'il faut prendre en compte. Ensuite,
vous avez aussi une figurine au niveau de Bandai qui a quand même un défaut majeur que je vais mentionner, c'est au niveau de la boucle de ceinture qui ne tient vraiment pas très bien. Donc moi mon conseil c'est que quand vous manipulez la figurine, eh bien retirez cette boucle de ceinture parce que sinon vous allez être sans arrêt en train de devoir la remettre et donc ça va finir par vous agacer. Donc faites toute votre manipulation, tout votre posing et mettez la boucle de ceinture en dernier, ce qui vous évitera des crises de nerfs. Donc là de ce côté-là, on a quand même un retour en arrière du point de vue de Bandai puisque au niveau des ergots de la boucle de ceinture avant, eh bien ça tenait quand même plutôt bien sur la figurine de Sid et là, moi en tout cas sur mon exemplaire, ça tient vraiment pas bien. On peut déplorer aussi la couleur de la peinture qui peut apparaître un peu simple, et là pour le coup c'est un recul, c'est un petit retour en arrière par rapport à la version Bandai classique. Là où justement sur la version J-Model, peut-être que vous aurez un attrait davantage pour sa couleur, qui peut-être pour certains émulera mieux la couleur de l'animé. Dernier point positif tout de même que je vais donner pour J-Model, c'est la compatibilité des pièces avec celle du porte-armure Bandai, ce qui vous permettra peut-être éventuellement de faire une uniforme objet à moindre prix si les contenus et le packaging ne vous intéressent pas par ailleurs. Donc voilà pour ce qui est de cette revue numéro 67 et j'espère qu'elle vous aura donné les éléments nécessaires pour faire votre choix au mieux entre ces trois versions. Si c'est le cas, eh bien, je vous encourage à me le signifier dans l'espace commentaire et à lâcher votre petit pouce vers le haut si ça vous a plu et le pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Je vous encourage également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et nous, on se retrouvera très prochainement pour la revue d'une autre figurine qui sera sans doute le Charon en version EX de chez Great Toys, enfin en tout cas Shine Time. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.